La soirée du Nouvel An est censée être un moment agréable en famille ou avec des amis. Et justement, Alicia pensait qu'elle allait vivre une soirée incroyable. Et ça, c'est pas peu dire, puisque cette soirée, elle va s'en souvenir comme l'un de ses pires cauchemars. La soirée du jour de l'an commence juste, Alicia est prête bien avant l'heure. Elle a toujours aimé ce moment d'excitation avant une soirée, quand on s'imagine que tout peut arriver. C'est la première fois qu'elle sort avec sa sœur et son copain ensemble. Et même si la perspective est un peu étrange, elle espère secrètement que cette nuit sera mémorable. Elle passe un dernier coup de rouge à lèvres en vérifiant son reflet dans le miroir. Robe noire, simple mais élégante, maquillage soigné. Elle a l'impression que tout est en place. Elle attrape son téléphone et envoie un message rapide à sa sœur, puis à son copain, pour s'assurer qu'ils sont prêts aussi. Sa sœur lui répond tout de suite avec une photo pleine d'excitation. Quant à son copain, tarde un petit peu à répondre, mais finalement, il confirme qu'il est en route. Lorsque la sœur d'Alicia arrive, elles se prennent dans les bras et partagent un rire nerveux. C'est à ce moment-là que son copain arrive à son tour. Alicia les présente rapidement, un peu embarrassée, mais il y a un côté presque comique à voir ces deux-là se dévisager. Chacun ne sachant pas trop quoi dire. Quelques instants passent, maladroits, mais légers, avant qu'ils ne décident de se mettre en route. La rue est déjà animée, des groupes de gens passent avec des cotillons et des bouteilles de champagne à la main. Une bonne ambiance flotte autour d'eux et Alicia se sent rassurée. En marchant vers la boîte de nuit, le trio traverse des rues illuminées par les guirlandes de fin d'année. Le froid est vif et Alicia resserre son manteau autour d'elle. Mais la chaleur de la soirée les pousse à avancer d'un pas rapide. La nuit semble presque magique, les rues sont pleines de vie. Et elle sent cette montée d'énergie qui accompagne toujours les débuts de soirée. Soudain, alors qu'ils tournent dans une rue un peu plus calme, Alicia sent un frisson à la traversée. Autour d'eux, des voitures garées en ligne, des vitres sombres et des rideaux de fer baissés. La rue est étonnamment silencieuse comparée à l'agitation du centre-ville. Elle échange un regard avec sa sœur qui semble ressentir la même chose. Tout à coup, une voiture passe lentement près d'eux. Alicia ne s'en inquiète pas au début, pensant que c'est juste un autre groupe en route pour la fête. Mais une deuxième voiture surgit, puis une troisième, et elles ralentissent toutes en les dépassant. Son copain se retourne, un peu tendu, et y jette un coup d'œil rapide aux plaques des voitures. Alicia sent la tension monter. C'est alors que les premières détonations résonnent, comme des coups de tonnerre dans la rue déserte. Des éclats lumineux surgissent, des balles sifflent dans l'air, et la panique explose. Alicia hurle et se baisse instinctivement, avant de jeter un regard paniqué autour d'elle. Son copain attrape sa main et lui crie de courir, mais dans la confusion, ils se séparent chacun de leur côté. Elle sent le danger se rapprocher, les balles fusant de plus en plus près. Le cœur battant, Alicia s'enfuit dans la rue, cherchant un endroit où se cacher. Alicia court à en perdre haleine, ses talons claquant sur le bitume glacé. Derrière elle, les coups de feu continuent d'éclater, et elle n'ose pas regarder en arrière. Son souffle se fait court, chaque pas est un effort. Elle tourne à l'angle d'une rue, s'engouffrant dans un passage étroit entre deux immeubles, espérant que la pénombre pourra la cacher. Elle colle son dos contre le mur, essayant de calmer sa respiration et d'écouter. Le silence est lourd, presque étouffant, seulement brisé par des bruits de pas qui se rapprochent. Alicia sent la panique monter. Elle ne sait pas où sont sa sœur ni son copain. Et tout ce qu'elle entend, c'est son cœur qui bat à toute allure. Les pas se font plus lourds, plus proches. Quelqu'un la cherche. Alors qu'elle s'apprête à se remettre à courir, elle percute soudain quelqu'un qui arrive de l'autre côté du passage. Un homme, imposant, l'air menaçant, se tient devant elle, une arme à la main. Alicia ouvre la bouche pour crier, mais il pose un doigt sur ses lèvres, dans un geste d'avertissement. « Vas-y, enlève tes fringues !» Alicia reste pétrifiée, son esprit refusant de comprendre ce qu'il vient de lui demander. Il hausse le ton, agacé. « Je t'ai dit quoi là ? Allez, déshabille-toi maintenant, ou sinon, t'es morte !» Les mains tremblantes, Alicia n'a pas d'autre choix. Elle retire son manteau, puis sa robe, ne laissant que ses sous-vêtements sous le regard glacial de l'inconnu. Sans un mot de plus, il attrape ses vêtements et s'enfuit en courant, la laissant dans le froid de la nuit, vulnérable et terrifiée. Elle est figée, incapable de bouger pendant quelques secondes, avant que l'adrénaline ne la pousse à réagir. Elle doit trouver un abri, quelqu'un pour l'aider. Elle regarde autour d'elle, espérant apercevoir une lueur. Une enseigne allumée, n'importe quoi. Après quelques minutes d'errance, Alicia aperçoit une petite lumière à travers une vitrine. Un petit magasin, encore ouvert malgré l'heure tardive. Elle se précipite vers la porte, la pousse avec force et entre en trombe, le cœur battant encore sous le choc. Le propriétaire, un homme d'âge moyen au regard bienveillant, se retourne, surpris par son arrivée. En voyant son état, il laisse tomber le carton qu'il tenait et s'approche. « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé ?»
Alicia bafouille cherchant ses mots, mais elle n'arrive qu'à murmurer. Ils ont tiré, je dois appeler ma sœur et mon copain. Sans poser davantage de questions, l'homme lui tend une veste en laine et lui indique un téléphone posé sur le comptoir. Alicia compose le numéro de sa sœur, la main tremblante. La sonnerie résonne, interminable, avant qu'elle n'entende enfin la voix de sa sœur affolée. « Alicia, où es-tu? Tu vas bien ?» La voix de sa sœur la rassure, mais l'inquiétude monte d'un cran quand elle entend la suite. Je me suis caché. Ils m'ont tiré dans le pied, mais ça va. J'ai trouvé un endroit pour me mettre à l'abri. » Alicia tente de la rassurer, malgré la peur qui l'étreint. Elle pense alors à son copain et décide de l'appeler à son tour. Mais cette fois, il n'y a aucune réponse, juste des tonalités qui résonnent dans le vide. Elle se murmure à elle-même, il répond pas. Elle ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps. Sa sœur a besoin de soins et elle doit la rejoindre. Elle remercie le propriétaire du magasin, enfile rapidement les vêtements qu'il lui a donnés, puis se met en route pour retrouver sa sœur, prête à affronter les dangers qui persistent dans la nuit. La rue est étrangement silencieuse lorsque Alicia sort du magasin. Elle sent le froid perçant à travers les vêtements que le propriétaire lui a prêtés, mais elle n'a pas le choix. Sa sœur l'attend quelque part, blessée, seule. Le peu de monde qui traîne dehors jette des regards méfiants autour de lui, pressée de rentrer chez soi avant que la situation n'empire. Elle frissonne en marchant rapidement, jetant des coups d'œil furtifs autour d'elle, s'assurant que personne ne la suit. Ses pas résonnent dans le vide et chaque petit bruit, une canette qui roule, un chat qui détale, la fait sursauter. Elle pense au coup de feu, à l'homme qui l'a forcée à se déshabiller, et une vague de colère et de peur la submerge. Elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Pourquoi cette soirée a tourné au cauchemar? Seule une chose est claire, elle doit rester forte et ramener sa sœur en sécurité. En avançant dans les ruelles, Alicia aperçoit enfin la petite cour où sa sœur lui a dit s'être cachée. Elle prend une profonde inspiration, cherchant à maîtriser le tremblement de ses mains, puis s'approche doucement. Sa sœur est assise derrière un gros bac à ordures, la jambe étendue devant elle, le bas de son jean teinté de sang. « Ah, Alicia !» Alicia se penche aussitôt pour l'aider à se relever, sa sœur grimace de douleur, et elle lui passe un bras autour de ses épaules pour la soutenir. « Allez, on va à l'hôpital !» Elles avancent ensemble, le pas lent et précautionneux. La blessure de sa sœur saigne beaucoup, mais elle serre les dents, refusant de montrer la douleur qui l'épuise. Alicia lui murmure des paroles rassurantes, même si elle-même est au bord de l'effondrement. Elle marche en silence et l'hôpital n'est plus très loin, mais quelque chose les fait s'arrêter net. Devant elle, un groupe d'hommes est rassemblé au coin de la rue. Alicia reconnaît la tenue de l'un d'eux, les mêmes tatouages qu'elle avait aperçus plus tôt sur son copain. Elle les observe pendant quelques instants et comprend enfin, c'est un gang, celui de son copain, qu'elle ne connaissait finalement que depuis peu. Les questions s'enchaînent dans sa tête. Est-il impliqué dans tout ça? A-t-il été blessé ou est-il même encore en vie? Alicia serre la main de sa sœur et lui murmure. On peut pas passer par là, on va devoir contourner. Elle jette un dernier regard au groupe, leur visage dissimulé dans l'ombre. Et elle se glisse dans une ruelle adjacente avec sa sœur. L'hôpital n'est plus très loin et pourtant, Alicia a l'impression que chaque pas les éloigne encore plus de la sécurité. Enfin, elles aperçoivent les lumières blanches de l'entrée des urgences. Alicia sent une bouffée de soulagement, mais ce répit est de courte durée. Alors qu'elle s'approche, deux policiers les interceptent, intrigués par leur état. « Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alicia leur explique en quelques mots, mais l'un des policiers secoue la tête, l'air désolé. « Ah, désolé madame, on peut pas intervenir. Trop risqué dans ce quartier. Et les effectifs sont surchargés ce soir. » Alors là, Alicia, elle est sidérée. Les policiers les regardent avec un mélange de sympathie et de résignation. Puis ils s'éloignent comme s'ils n'avaient jamais croisé leur chemin. Elle se tourne vers sa sœur à court de mots, le sentiment d'abondant et écrasant. Mais elle refuse de baisser les bras. Elle entre aux urgences avec sa sœur, l'installe sur une chaise et demande de l'aide. Le personnel médical s'occupe rapidement de sa blessure, mais l'inquiétude d'Alicia reste concentrée ailleurs. Où est son copain? Pourquoi ne répond-il pas? Les questions tournent dans sa tête et le doute s'installe peu à peu. Elle pense au gang, au tatouage et comprend que tout cela est bien plus sombre qu'elle n'y pensait. Le lendemain, après avoir accompagné sa sœur à la maison, Alicia passe plusieurs appels, mais son copain reste injoignable. Elle finit par se rendre à son appartement dans l'espoir de le retrouver. Pourtant, l'endroit est désert, aucune trace de lui. Des semaines passent sans nouvelles et l'image du tatouage de gang reste gravée dans son esprit. Un jour, alors qu'elle montre une photo de lui à sa sœur, cette dernière confirme ses soupçons. Ce tatouage appartient bien à un gang dangereux de la ville. Alicia comprend enfin la vérité, brutale et glaçante. Elle était tombée amoureuse de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas réellement, quelqu'un dont la vie restait en marge de la sienne.
Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread d'horreur. Je pense que la sœur de Alicia aurait préféré rencontrer son copain dans d'autres circonstances, parce que là, clairement, voilà, c'est parti en cacahuète. Comme je vous l'ai dit au début, hein, Nouvel An, c'est censé être synonyme de joyeuseté, je se dis pas, mais bref, vous m'avez compris. C'est censé être un moment joyeux, tout le monde se retrouve en famille, malheureusement, il y a des gens aussi, il y a beaucoup d'accidents le soir du 01 janvier, hein, donc il y en a qui prennent l'alcool et qui prennent la voiture. S'il vous plaît, ne faites pas ça, j'espère que vous n'avez pas fait ça. Que ça soit pour vous et aussi pour la sécurité des autres en fait, parce que si tu te dis ouais bon, toi tu te dis allez moi je conduis, bon ok voilà, tu vas mettre en péril ta vie, pourquoi pas, et sauf que tu mets en péril la vie des autres et ça c'est pas ouf. Ouais, je suis parti en cacahuète sur cette conclusion, je viens de me rappeler. On va passer au thread 2, hein. Sophie est allée au mariage de son amie Courtney il y a 2 jours et franchement, elle n'arrive toujours pas à se souvenir de tout ce qui s'est passé. Pour le contexte, elle a grandi dans une famille super religieuse, allant à l'église tous les dimanches. Et Courtney, c'est probablement la seule personne de cette époque avec qui elle est encore en contact. Bref, la soirée commence à la réception. Courtney, elle, est hyper contente de voir Sophie. Mais clairement, c'était pas le cas de tout le monde vu les regards bizarres des gens de son ancienne église. Sophie s'assoit à sa table, sort le téléphone pour tuer le temps. Et là, il y a un mec qui s'installe à côté d'elle. Il dit qu'il est censé être à cette table d'après le plan. Se présente comme Anthony, un pote du marié. Et franchement, il est plutôt mignon, alors Sophie commence à discuter avec lui. Ils s'entendent super bien. Anthony, lui, il semble pas du tout la juger sur le fait qu'elle soit athée. Au contraire, il s'intéresse vraiment à elle. Quand la partie danse commence, ils mettent Blind Eye Girl et Anthony lui propose de danser. Ils passent une bonne partie de la soirée à danser ensemble jusqu'à ce qu'il aille aux toilettes. Un peu plus tard, Sophie décide d'y aller aussi. Mais quand elle revient, elle remarque que son sac à main n'est plus sur la table. Bizarre parce qu'elle était sûre de l'avoir laissé là. Fatiguée, elle se dit qu'elle l'a peut-être laissé dans sa voiture. Alors, elle sort sur le parking. Et effectivement, elle trouve son sac sur la console centrale. Là encore, elle trouve ça chelou, parce qu'elle pensait vraiment l'avoir emporté à l'intérieur. Mais bon, il est tard, elle y réfléchit pas trop. Elle retourne danser un peu, mais là, elle remarque qu'Anthony a disparu. Elle demande au marié, qui lui dit qu'il est rentré chez lui, parce qu'il se sentait pas bien. Pas longtemps après, Sophie commence à se sentir malade aussi. Alors, elle dit au revoir à Courtney et retourne à sa voiture. Quand elle met les clés dans le contact, elle jette un coup d'œil dans le rétro. Et là, elle voit un truc vraiment bizarre. On dirait que quelque chose bouge dans le coffre. Elle enlève ses clés, se retourne pour vérifier, et là, elle le voit, Anthony est accroupi dans le coffre de sa voiture. Sophie commence à hurler et se met à courir, avec Anthony qui la poursuit. Elle se réfugie dans la salle où est Courtney, paniquée, et prévient son ami. Courtney appelle son mari qui accompagne Sophie jusqu'à sa voiture, mais Anthony, lui, a disparu. Le mari de Courtney regarde autour et dit qu'il voit pas la voiture d'Anthony, donc il est sûrement parti. Sophie rentre chez elle, mais elle est toujours sous le choc. Elle se dit qu'il aurait très bien pu la suivre chez elle et la tuer si elle n'avait pas vérifié son coffre. Courtney, elle, culpabilise à mort de l'avoir invité et assure qu'elle savait pas qu'il était comme ça. Depuis, Sophie est terrifiée à l'idée de sortir de chez elle. Et ça, c'était le thread de base, mais il y a eu une petite update entre temps, donc voilà. Les 2 derniers jours, ça a été la folie pour Sophie. Elle apprend qu'Anthony a pris des photos de sa carte d'identité pendant la soirée, donc il a maintenant son adresse. En plus, elle découvre qu'Anthony et le marié ne sont pas vraiment potes, mais qu'ils se connaissent vaguement, assez pour qu'ils soient invités. Après le mariage, le marié a essayé de lui envoyer un message pour savoir ce qui s'était passé, mais il n'a jamais répondu. Anthony est même allé jusqu'à son travail et a rôdé autour du parking avant de se barrer quand il a vu la sécurité. Il lui a même laissé une note flippante sur son pare-brise. Je te surveille. Sophie a prévenu la sécurité de son taf, donc elle espère être en sécurité là-bas. En parlant avec d'autres invités au mariage, elle apprend qu'Anthony se présentait comme son petit ami et disait qu'il comptait la demander en mariage. Là, Sophie essaye de déposer une ordonnance restrictive contre lui. Elle est horrifiée, surtout qu'il habite dans la même ville et sait où elle vit. Pour le moment, elle squatte chez sa tante, mais elle reste super vigilante. Quelque chose d'autre se passe, elle est prête à réagir. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé tous ces petits threads d'horreur là un petit peu pour la rentrée. Cette année 2025, il y a des belles choses qui arrivent, j'espère. Allez, prochain thread.
Alors pour ce thread, eh bien c'est l'histoire d'une abonnée. Donc déjà, un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Je vous lis toujours un petit truc au début, histoire de, voilà, à la première personne, et ensuite je passe à la troisième personne. Bonjour Delcor, j'écoute toujours tes threads au boulot pendant que je bosse. Et je me suis dit, pourquoi pas raconter ma petite histoire. Au passage, continue tes vidéos, tu es génial. Et bah merci à toi, ça fait très plaisir d'avoir ce soutien toujours et encore. Je l'ai pas beaucoup dit dans la vidéo, l'autre là, celle de l'autre. L'autre là, celle d'avant, mais voilà, un grand merci de m'avoir suivi en 2024 et j'espère que vous serez toujours là en 2025, plus encore, hein, voilà, mais là en attendant on va se concentrer sur 2025, ok? Allez, on commence directement, et c'est un soir d'été, vers 19 h. Charlotte décide d'aller chez son amie Pauline qui habite à environ 30 minutes de chez elle à pied. Elle a l'habitude de faire ce chemin, donc elle part tranquille. Sur la route, elle passe près d'une école maternelle et remarque un homme en train de faire son jogging. Il est habillé d'un survêtement et d'une casquette. Au début, elle fait pas trop attention, mais elle remarque qu'il ralentit un peu en passant à côté d'elle. Elle continue son chemin et là, deux dames sortent de l'école et l'interpellent. Elles lui disent de faire attention, que l'homme leur paraît louche. Charlotte leur répond qu'elle l'a vu mais qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Puis elle poursuit sa route. C'est là qu'elle le voit, juste devant elle, à côté d'un arbre. Le mec est littéralement en train de se secouer le poireau. Je sais pas comment le dire mieux, si tu comprends pas la métaphore, c'est que t'as peut-être pas l'âge. Bon forcément, Charlotte panique intérieurement. Mais elle fait comme si elle avait rien remarqué. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle passe son chemin en accélérant, le cœur battant, et décide de ne pas continuer jusqu'à chez Pauline. Heureusement, une autre amie habite tout près de là. Charlotte fonce chez elle et frappe à la porte. C'est la sœur de son amie qui ouvre. En voyant Charlotte tout affolée, elle lui demande ce qui se passe. Charlotte lui explique rapidement la situation et la sœur la fait entrer immédiatement. Là, Charlotte appelle le frère de Pauline pour lui raconter ce qu'elle vient de vivre. Sans hésiter, il lui dit qu'il arrive tout de suite pour la récupérer. Quand le frère de Pauline arrive, Charlotte se sent un peu plus rassurée. Mais en sortant de chez son ami pour aller le rejoindre, elle voit l'homme. Il est dans une petite ruelle, juste en face, en train de l'attendre. Charlotte n'oubliera jamais son regard. Heureusement, l'homme remarque qu'ils l'ont vu. Il prend peur et se met à courir, disparaissant dans les rues. Charlotte, son ami et son frère font le tour du quartier pour essayer de le retrouver. Mais impossible de mettre la main sur lui. Il s'est volatilisé. Depuis ce jour-là, Charlotte n'a plus jamais osé faire ce trajet à pied pour aller chez Pauline. C'est toujours son frère ou ses parents qui viennent la déposer. Encore aujourd'hui, Charlotte se demande ce qui aurait pu arriver si elle avait continué sa route ce soir-là, ou si son autre ami n'avait pas habité à proximité. Elle s'en est sortie, certes, mais la peur reste bien ancrée. C'est clair, heureusement qu'il y avait une amie qui habitait par là et qu'il y avait du monde à la maison, hein, parce que t'imagines, ils étaient pas là. Donc ouais, petit gars qui, tu sens que lui voulait des choses. En tout cas, je te remercie encore une fois de nous avoir partagé ton histoire. Et si toi aussi là que tu regardes et que tu as envie de nous partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Si je réponds pas dans l'immédiat, ne t'inquiète pas. C'est juste que des fois j'attends d'en avoir quelques-uns. Comme ça je me fais une session, tu vois. J'attends d'en avoir une petite dizaine, quelque chose comme ça. Et si jamais, au grand jamais, j'ai oublié de te répondre, ça peut arriver, effectivement, imaginons, j'ai lu l'histoire et j'ai pas fait exprès, je suis passé à côté, je suis humain, hein, je suis pas un bot encore, donc, imaginons, n'hésite pas à me relancer. Y a pas de souci, tu peux me mettre un petit juste up. Ça dit quoi Delcor? Mais me harcèle pas non plus. Parce que j'ai eu des gens. Je vous jure que bientôt je vais pouvoir faire un thread. Attention, j'ai eu des gens qui vraiment. Une personne en particulier, j'ai commencé à me dire. Bon, ça y est. Mais du coup, forcément, elle a tellement insisté, cette personne, que son histoire ne passera jamais. Allez, on passe au prochain thread. Annabelle vit à Mexico, mais pour cette histoire, elle est au Brésil, à Vinedo. Alors au cas où, il y a un H entre le N et le E. Alors je sais pas si on dit Vinedo ou quelque chose comme ça, je parle pas portugais. Donc vous m'excusez si je l'ai écorché, hein, c'est pas de ma faute. Si elle s'y trouve, c'est parce que son père travaille pour une entreprise de livraison internationale et doit souvent quitter le pays pour son travail. Dans ce cas précis, il est envoyé à Vinedo pour 3 ans. Ses parents décident donc de déménager toute la famille là-bas, surtout parce que sa mère est brésilienne et ils veulent qu'Annabelle et sa sœur se rapprochent de leurs racines. La première rencontre d'Annabelle avec un homme étrange a lieu en novembre, quelques mois après leur arrivée à Vinedo. Ce jour-là, sa mère conduit Annabelle et sa sœur à l'école. La ville où elles vivent est petite, avec environ 1000 habitants. Malgré ça, il y a un énorme embouteillage ce matin-là. Alors qu'elles attendent un feu rouge, sa sœur, qui a environ 13 ans, remarque un homme déguisé en Père Noël près d'une pharmacie. Annabelle et sa mère le regardent aussi, mais ne trouvent rien d'étrange à cela.
On est à la mi-novembre, les soldes de Noël commencent et des personnes déguisées en Père Noël apparaissent souvent dans les magasins. Mais après quelques minutes, Annabelle et sa sœur remarquent que cet homme ne bouge pas. Il entre pas dans un magasin, il se contente de regarder les voitures. Après ça, Annabelle se souvient plus de grand chose. La deuxième fois qu'Annabelle croise cet homme, c'est en février, environ une semaine après son anniversaire. Sa mère vient de les récupérer, elle et sa sœur, à l'école, et elle monte une colline pour rentrer chez elle. Cette fois, Annabelle remarque l'homme. Elle est perplexe. Il porte encore un costume de Père Noël alors qu'on est en février. Son visage reste gravé dans sa mémoire parce qu'il fixe la voiture et suit son mouvement du regard, même quand elle s'éloigne. C'est à ce moment-là qu'Annabelle commence à faire des cauchemars. Par peur, Annabelle quitte sa chambre et dort dans celle de sa sœur pendant 1 an. Leur maison est dans un condominium sur une colline. Il y a 3 rues en tout, la dernière donnant sur une clôture qui sépare le quartier d'une forêt. Leur maison, située tout en bas de la rue, fait face à cette clôture et a une porte qui s'ouvre sur les bois. Dans ses cauchemars, Annabelle voit un tueur sortir de la forêt, entrer chez eux et assassiner toute sa famille en la forçant à regarder. La 3e et dernière fois qu'Annabelle voit cet homme, c'est en juillet ou en août pendant les vacances. Un soir, sa famille et elle dînent et jouent à des jeux de société, quand quelqu'un frappe frénétiquement à la porte. Son père ouvre et trouve leur voisine, effrayée, avec son fils, Pedro. Elle leur demande si son fils peut rester chez eux quelques minutes. Les parents d'Annabelle acceptent et son père accompagne la voisine chez elle pour voir ce qui se passe. Annabelle reste avec Pedro et lui demande des détails. Il explique que sa mère est allée le chercher chez un ami et qu'en rentrant chez eux, elle a remarqué une fenêtre ouverte. De l'intérieur, elle a entendu des pas. Son mari, qui est pompier, était parti pour un incendie. Elle a alors appelé le gardien de sécurité avant de venir chez Annabelle. Pedro raconte ensuite une histoire à Annabelle, sûrement pour lui faire peur, et ça marche. Il prétend qu'un prisonnier évadé s'était caché dans les bois, avait cassé la serrure du portail et s'était introduit dans leur maison actuelle pour y tuer toute une famille. Plus tard, Annabelle rejoint son père dehors. Il est furieux qu'elle soit sortie sans prévenir, surtout avec un intrus potentiel à côté. Le gardien appelle la police et fouille la maison. Finalement, c'est une fausse alerte. La fenêtre est restée ouverte parce que le père de Pedro l'a oublié. Et les pas étaient en réalité le bruit d'un robinet qui coulait. Alors qu'Annabelle regarde le mur qui sépare leur maison de celle de leurs voisins, elle a une révélation glaçante. L'homme déguisé en Père Noël pourrait avoir sauté par-dessus la clôture pour passer d'un jardin à l'autre. Elle n'est pas sûre si c'est réel ou juste son imagination. C'est peut-être influencé par ses cauchemars. Depuis, Annabelle ne revoit plus jamais cet homme, mais elle continue à demander à sa mère si elle se souvient de lui. Sa mère lui confirme qu'il existe toujours. Et Annabelle, elle est convaincue que cet homme était soit un harceleur, soit un fou. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire qui, vous l'imaginez bien, ne devait pas être là, c'était plus pour Noël, mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé à cette date, donc voilà. Donc forcément, ça n'a pas pu sortir. Mais voilà, petite histoire classico, j'ai envie de te dire, le mec, février, Père Noël, c'est vrai que là, ça commence à te dire, parce qu'en novembre, même en octobre, tu pourrais te dire, ah ouais, putain, lui, il aime bien Noël, il est en avance. Hein. Mais c'est bizarre, en retard, c'est bizarre. C'est pas genre janvier. Il est encore un peu dans le délire, janvier. Tu vois, par exemple, là, la vidéo, elle va sortir, je sais pas, pour vous, le 7, je crois. Encore, ça va. Mais février, ça commence à faire beaucoup. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à un gros pouce bleu et un abonnement. Ça me fera très plaisir. Si jamais vous en voulez plus, cliquez sur l'une de ces 2 vidéos-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.